Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kesco Oish? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, c'est pas une demande, c'est pas un choix personnel. Mais le plus important, ce n'est pas la compagnie, mais regardez plutôt le secteur d'activité et l'industrie. Comment est-ce qu'on se comporte quand on doit analyser quantitativement ce type d'entreprise. Point. Donc, vous pouvez de vos côtés essayer de refaire la même chose avec une entreprise que vous connaissez dans le même secteur d'activité dans votre zone géographique. D'accord? Donc, on va y aller rapidement. Alors, quand je vais analyser quantitativement une entreprise, je regarde d'abord le revenu. La tendance. Qu'est-ce qu'on observe? Croissance, n'est-ce pas? Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait une croissance des revenus, mais également, je remarque qu'il peut y avoir des ralentissements. Donc, je peux déjà voir ici que ce sont des compagnies cycliques. Et la période est également importante. Cette zone-ci, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec la crise de 2008 par là. Cette zone, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'en 2016, il y a eu un ralentissement économique par là. Avec je sais que c'est à peu près, il y avait beaucoup de craintes à ce niveau-là. Si ma mémoire est bonne, on parlait également de... Bref, je préfère ne pas m'avancer à ce niveau-là, mais je sais qu'il y avait à peu près eu des craintes ici à court terme, ok? C'était pas une crise ni quoi que ce soit. Ensuite, ici, c'est à peu près la même période que vous pouvez retrouver des opportunités sur Apple, quoique Apple était sous-évalué pendant très très longtemps. Donc, après ça, on a continué le chemin et voilà, tout est correct jusqu'à cette période. Mais attention, j'aime également vérifier si on n'a pas fait d'acquisition entre-temps. Et ne faites pas 100% confiance à un agrégateur comme Koifin. Attention, ok? C'est uniquement pour vous donner l'information, mais soyez toujours sceptique par rapport à cette information-là. Le seul document habilité à vous donner la bonne information, c'est le rapport financier de la compagnie. Donc, sur le site web de l'entreprise. Pour y accéder, vous tapez Kesco Investor Relation. Vous allez pouvoir y arriver. Mais même si vous tapez juste Investor, ça va aller. OK? Donc, je regarde ici s'il n'y a pas eu des acquisitions dans le domaine. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je remarque qu'à cette période, on a une grosse variation. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui puissent avoir une croissance pareille en si peu de temps. Donc, on a une croissance, un achat ici, on a acheté une entreprise à ce niveau. 1, 2, 3 achats, 4, 5, 6. On en a 6 pour une compagnie qui est dans la distribution, dans la vente, la vente au détail comment on appelle encore ça? C'est dans le secteur de l'épicerie ici. Donc, on va se dire qu'il faut déjà... Je ne dirais pas qu'il faut faire attention, mais je ne connais pas beaucoup de compagnies dans ce domaine-là qui croient par acquisition. Très souvent, ici, c'est ouverture de magasins, etc. Maillage du territoire, voilà. Donc, juste pour vérifier si c'est bien de cette... Voilà, Chen Thailand, Norvège, Company Operate Through, Grocery Trade, Building and Technical Trade, and Car Trade. Oh! Donc, nous avons un vendeur au détail, mais multiligne. Il n'y a pas juste l'épicerie, il y a également des produits pour la construction, il y a également des ventes de voitures. Donc, c'est un peu un fourre-tout. Donc, faites attention, il y a plusieurs éléments qui pourraient impacter négativement ou positivement la compagnie à court terme. Ensuite, je regarde la marge brute. Stabilité ou croissance? On va se dire qu'on a une croissance. Ensuite, on va regarder EBITDA, stabilité ou croissance? Accélération de l'EBITDA aux alentours des 8% en 2022 et là, on assiste à une diminution. Et maintenant, à partir de ce niveau, j'aimerais savoir, une entreprise qui vend des voitures, une entreprise qui vend des produits, on va dire ici, des produits pour la construction, ok, et une entreprise ici qui vend qui fait dans l'épicerie. Rappelez-vous, la période, les différents éléments en question que j'ai cités, que ce soit au niveau des voitures ou bien au niveau de la construction, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie? Le prix du bois a augmenté. Donc, si elle vend du bois ici, elle a fait beaucoup d'argent. Le prix des voitures d'occasion a augmenté ou bien des voitures neuves. Si elle vend également des voitures neuves ou des voitures d'occasion, ça a augmenté. Donc, présentement, nous avons 3 compagnies en une. Je ne pourrais pas vous dire que c'est un business model qui va fonctionner à long terme, mais je sais une chose, c'est que la meilleure façon d'analyser ce genre d'entreprise, c'est de faire une somme des parts. Donc, une somme des parties. Prendre le revenu, la partie building,
appliquer un multiple dessus dans ce secteur d'activité, prends le revenu de la partie grocery, appliquer un multiple dessus. OK? Donc, l'analyse que nous, on va faire ici, parce que moi, je vais aller rapidement, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais on ne sera pas très loin de la réalité. On ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. OK? Donc, EBITDA est en croissance, mais il y a de grandes chances que ce ne soit pas durable. Et donc, si cette compagnie m'intéresse, je vais d'abord savoir que dit le management par rapport aux marges opérationnelles. OK? Ensuite, le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Je vois ici qu'il a littéralement explosé de 200 millions en 2018. On atteint à peu près 473 millions aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les acquisitions qu'on a eu à faire? Et pourquoi on a fait des acquisitions en émettant de nouvelles actions? Ça, c'est un point jaune. OK? Il y a des points rouges, des points jaunes. Il n'y a pas de point noir. Donc, ça veut dire que c'est un drapeau jaune. Donc, ça veut dire qu'il faut prêter attention à cet élément-là. Il n'est pas forcément mauvais tant qu'on ne connaît pas la raison derrière. D'accord? Ensuite, on va comparer les bénéfices, les free cash flow. Parce qu'en réalité, une entreprise, si elle paye des dividendes, c'est avec les free cash flow. Si elle rembourse la dette, c'est avec les free cash flow. Si elle rachète des actions, c'est avec des free cash flow. Donc, le free cash flow, c'est ce que vous, en tant qu'actionnaire, vous recevez. Et non le bénéfice net. Parce que le bénéfice net, ici, on peut le manipuler de manière comptable. Donc, faites très attention. On compare les bénéfices nets et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Et quand je mets sur le même graphique, on va se dire sensiblement oui. Et après, si j'ai besoin de plus de précision, je fais ceci. Sur Coifin, vous le mettez cumulatif. Voilà. Après, on fait la même chose ici. Yearly, cumulatif. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Sur les 20 dernières années, en free cash flow, on a 4 milliards 500. En net income, on a 5 milliards. Différence de 500 millions. Pas grand-chose. Je connais des entreprises qui ont eu clairement une différence ici de près de 50%. Et là, c'est problématique. Je ne vais pas vous dire ici que non, il faut à partir de tel pourcentage, c'est problématique. Non. On observe, on tire les conclusions nécessaires. Donc, ça veut dire qu'on tire les conclusions nécessaires après vérification. Parce que ici, on constate. L'analyse quantitative ici présente les chiffres et l'analyse qualitative fait parler les chiffres. OK? Donc, on va en profondeur parce que ce qu'on fait là, c'est une analyse de surface. Et pour ceux qui sont vraiment sérieux dans le processus ici de stock picking, le premier lien en commentaire pourrait vous intéresser. En fait, il y en a deux. Les analyses sectorielles, vous savez déjà de quoi il en est, de quoi ça parle. Généralement, une entreprise exerce dans un secteur d'activité particulier qui a souvent tendance également à pouvoir traverser ou bien, même pas traverser, mais qui a souvent tendance ici à changer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui? Par exemple, si on est dans le secteur de la grande distribution, ça c'est en Finlande. Donc, peut-être ici, ça ne va pas trop nous concerner parce que nous, on regarde à peu près les entreprises nord-américaines. D'accord? Je précise. Mais ça vous permet également ici d'avoir à peu près... d'apprendre à analyser les entreprises de manière sectorielle sur ce secteur d'activité, sur les entreprises, sur le même secteur d'activité, peut-être dans des pays différents. OK? Ça peut également vous aider dans ce sens-là. Parce que les thématiques ce qui est bizarre, c'est que on a souvent l'impression que c'est comme si la population communique souvent. Donc, les goûts des consommateurs vont souvent dans le même sens et vous allez vous rendre compte pour ceux qui ont peut-être reçu ici dernièrement, j'avais envoyé l'analyse sectorielle concernant aussi le secteur des boissons. On voit ici que les goûts des consommateurs changent de plus en plus. Et ce n'est pas qu'en Amérique du Nord. D'accord? Ça peut être dû également au fait qu'il soit de plus en plus facile aujourd'hui de pouvoir avoir accès, de pouvoir connecter avec ses clients, notamment grâce aux réseaux sociaux ou en passant par des influenceurs. Bref, revenons sur... Les liens sont en description de la vidéo. Revenons sur Kesco Oij. Donc, pour moi, je pense sur les 10 dernières années, 3 milliards 200, 4 milliards en termes de free cash flow. Donc, on a eu plus de free cash flow sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, à peu près plus de free cash flow. Sur les 3 dernières années, également, plus de free cash flow. Donc, ce n'est pas un abus si on se dit ici que les bénéfices nets ont tendance à être l'équivalent des free cash flow. On a vérifié, n'est-ce pas? Et quand je vais vu que je vais normaliser les résultats ici, donc en réalité, c'est que le revenu, ce qu'on gagne présentement ne va peut-être pas m'intéresser parce que j'ai l'impression qu'on est peut-être sur une période ici assez positive pour la compagnie.
Et donc, j'aurais tendance ici à normaliser ces résultats-là. Ça veut dire quoi? Je dis ceci. La compagnie en date d'aujourd'hui, par rapport à la moyenne de ce qu'elle a tendance à rapporter sur les dernières années, disons sur les 10 dernières années, c'est à peu près 278 millions d'euros. Après, vous pouvez mettre 280, ça ne change pas grand-chose. Je vais mettre 280. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Ça veut dire ici qu'on sera à peu près à 4 milliards 200. Donc, on peut déjà voir ici que peut-être au prix actuel, il va falloir être prudent. D'accord? Parce que si nous avons une compagnie sur les 10 dernières années qui a rapporté à peu près 280 millions, d'accord? Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, 6 milliards 650, ça donne à peu près 4%. Et pour moi, c'est assez élevé pour une compagnie pareille. Donc, je veux payer à peu près 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise et non 20 fois les bénéfices. 4%, c'est 20 fois les bénéfices. Vous faites juste 100 divisé par 20, vous trouvez... qu'est-ce que je raconte? 4%, c'est 25 fois les bénéfices. Vous faites juste 100 divisé par 25, vous trouvez 4. Donc, quand vous regardez un PER ici de 25, dites-vous que c'est 4%. PER de 20, c'est 5%. PER de 10, c'est 10%. Est-ce que vous serez satisfait d'obtenir ici un 10% au cas où l'entreprise vous reversez la totalité des bénéfices nets en dividendes? C'est ce que ça veut dire. Donc, pour cette compagnie, je serai prudent. Je sais que par rapport aux produits qu'elle vend ici, elle a eu tendance elle a bénéficié de vents favorables. Véhicules et building. D'accord? En Amérique du Nord, c'est un fait. Maintenant, en Finlande, peut-être que c'est différent, mais je préfère commencer avec ce postulat-là, sinon ça me force à rentrer dans les rapports financiers présentants. Maintenant, si on remarque qu'il y a une différence, vous allez vous ajuster en conséquence. OK? Parce que mon but premier est de ne pas surpayer. OK? Donc, j'aime bien également regarder les actifs tangibles par action, histoire de voir l'évolution. Tangible book value. On a à peu près quelque chose entre 1,4 milliard. Donc, si on arrive à peu près à acheter cette compagnie en dessous de 1,4 milliard, bien à ces aventures-là, à ces niveaux-là, tant mieux. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le temps que le marché nous propose un prix aux alentours des actifs tangibles nets, ou est-ce qu'il y a très longtemps, très très longtemps? Aujourd'hui, c'est très rare. Mais bref, on surveille quand même cette métrique-là. Donc, en termes d'évaluation, comme je l'ai mentionné, j'ai pris une moyenne des bénéfices sur 10 dernières années. Si vous prenez les 5 dernières années, évidemment, vous aurez un chiffre plus élevé. Mais maintenant, le plus important, ce n'est pas de se dire que c'est à 4 à 500 millions, mais est-ce que le 500 millions est tenable? Est-ce qu'il est durable? En termes de prévision, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de dossier? Quand je regarde ici les net income en termes de moyenne, on va regarder ça où? On va prendre ça. Prenons en N plus 3. On s'attend à peu près à 500 millions sur les 3 prochaines années. Donc, on peut se dire que le marché attend peut-être, le marché s'attend peut-être, enfin, quand je dis le marché, les analystes s'attendent peut-être à rester à ces niveaux-ci pendant très longtemps. Ça sera peut-être notre hypothèse ici optimiste, parce que l'hypothèse de base, je campe sur les 280 millions. L'hypothèse optimiste, si on reste aux alentours des 500 millions, OK, à 15 fois les bénéfices, on atteint à peu près les 7 milliards 500, moins la dette nette. On sera à peu près combien? Rappelez-vous que la dette nette, si le chiffre qu'on trouve se situe aux alentours de 10 fois les bénéfices, vaut mieux, en dessous de 10 fois les bénéfices, vaut mieux prendre 10 fois les bénéfices. Juste pour faire simple, parce que c'est très rare qu'une entreprise qui dégage du cash, qui peut repayer sa dette ici, s'échange à ces niveaux-là pendant très très longtemps. Donc on sera à 4 milliards 590. Rappelez-vous, on avait pris 500 millions ici. D'accord? Donc je vais rester à 5 milliards. Divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près combien? 398 millions d'actions. Divisé par 3, 9, 8. On obtient 12,56 €. Et ça, c'est mon hypothèse optimiste. D'accord? Je vais rester sur les lignes de côté et observer. Si l'entreprise ici nous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, d'accord, nous avons un rendement de combien? De 7,51%. Donc, par rapport à ces chiffres-ci, je peux déjà voir que le dividende, il est safe. Mais c'est vraiment limite. On distribue vraiment énormément. Par rapport à la moyenne optimiste, rappelez-vous,
Ça, c'est notre hypothèse optimiste parce que la moyenne pessimiste ici, le 280 millions, que besoin la moyenne, la moyenne des bénéfices nets sur les 10 dernières années, et on situe plutôt aux alentours de 4%, 4,21%. Donc, si c'est le cas, ce dividende n'est peut-être pas durable. Après, vous allez me dire ici que non, on préfère avoir un chiffre rond. Mais non, les amis, c'est investir en bourse, c'est analyse, comment on dit ça? Valoriser une compagnie, il faut prendre un intervalle de valeur, dépendamment des hypothèses. Et maintenant, en lisant les rapports financiers, on saura laquelle de ces hypothèses-là se rapproche plus de la réalité. Si vous avez un management ici qui vous dit qu'on va ouvrir de plus en plus de magasins, on va faire des acquisitions dans tel domaine, on s'attend, qui est plutôt optimiste par rapport au futur de la compagnie, pourquoi pas? Dès que le prix actuel est intéressant. Et comme vous pouvez également le voir du point de vue quantitatif, du point de vue sur Fastgraft, je rappelle que le lien pour un abonnement à Fastgraft est en description de la vidéo. Vous avez également un code qui vous permet d'avoir 25% de réduction. On remarque ici que c'est un business qui semble assez prévisible. Mais ce qui me fait peur, c'est l'accélération à cette période. Et donc, si on veut rester prudent, d'accord, on va se dire qu'on est correctement évalué au prix actuel. Je dis bien correctement. Peut-être pas c'est une opportunité, mais uniquement une entreprise qui pourrait être intéressante du point de vue dividende. Mais alors, avant d'y rentrer sérieusement, il faut vraiment répondre aux questions liées à la croissance de 2021 à 2022 et le pourquoi est-ce qu'on a un ralentissement depuis 2023 et pourquoi est-ce que les attentes de 2024 sont moins élevées. OK? Ce n'est que ça. Et à partir de là, vous allez bâtir une conviction. Parce que ce qu'on fait ici, c'est une analyse de surface. On essaie ici de présenter les chiffres en, voilà. Quand je dis interpréter même les chiffres, c'est pour interpréter les chiffres sérieusement, il faut lire les rapports financiers. Et bien évidemment, pour chaque vidéo quantitative, on ne va pas lire les rapports financiers parce que ça prend au minimum, quand on est très rapide, 1 heure de temps. D'accord? Donc, moi, je vous encourage, si les chiffres de cette compagnie vous ont plu, à approfondir un tout petit peu. OK? Si les chiffres ne vous ont pas plu, vous passez à autre chose. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps. OK? Donc, en premier commentaire épinglé sous cette vidéo, vous allez retrouver ici le lien vers l'accélérateur qui concerne uniquement les gens qui sont sérieux dans leur envie d'apprendre du stock picking. D'accord? Donc, leur envie de faire des analyses approfondies plutôt que des analyses de surface. OK? Vous avez également le lien concernant les analyses sectorielles, uniquement tournées à Amérique du Nord. Après également, si on a tendance à étudier les entreprises ici qui ont des ramifications en Europe, ça pourrait également intéresser les entités européennes. Mais au moins, ça vous permet, quand vous allez sur un secteur d'activité en Amérique du Nord, d'avoir à peu près une idée de comment est-ce que ce secteur-là évolue en date d'aujourd'hui. Quels sont les trends actuels ou bien les risques actuellement dans ce secteur-là. Et comme je dis toujours, si je vous donne une information dans ce document-là, allez vérifier de vous-même, au moins pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde, OK? C'est une façon pour vous ici de gagner du temps, d'accord? Voilà. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.